Bonjour, aujourd'hui on passe au chapitre 15, la vie fixée chez les plantes, un résultat de l'évolution. Donc comme vous le savez sûrement, les plantes sont fixées au sol par ce qu'on appelle un appareil racinaire. Ce mode de vie est donc fixe, ou du moins quasiment fixe, et ne leur permet pas de se soustraire aux variations des conditions de milieu, que ce soit des variations de température, d'hydrométrie, de disponibilité de substances nutritives. Elle ne leur permet pas de se déplacer pour s'accoupler, pour disperser leur descendance ou encore pour échapper aux prédateurs. On en arrive donc à la problématique suivante. Comment les plantes sont-elles adaptées aux contraintes de la vie fixée? Grande organisation de la plante. Les plantes sont des êtres vivants pourvus d'un appareil végétatif. Cet appareil végétatif est subdivisé en appareil racinaire qui est au contact du sol et en appareil aérien qui est lui au contact avec l'atmosphère. La surface d'échange d'un végétaux est extrêmement importante. Pour l'appareil aérien, on peut atteindre, pour des grands arbres, des surfaces de plus de 6000 m². Pour ce qui est de l'appareil racinaire, cette surface d'échange peut être 30 fois plus élevée. Première sous-partie de l'organisation de la plante, on va s'attacher à décrire l'appareil racinaire. Les racines sont extrêmement ramifiées, très longues et peuvent présenter des poils absorbants. Ces poils absorbants augmentent fortement la surface de contact entre la plante et le sol. Ces poils sont des cellules de la couche cellulaire périphérique des racines. Ces cellules sont très longues, extrêmement fines et donc adaptées pour absorber l'eau et les minéraux du sol. Cependant, chez la plupart des végétaux, on ne retrouve aucun poil absorbant au niveau des racines. Ceux-ci sont remplacés par des manchons enroulés autour des racines. Ces structures sont appelées des mycorhizes. Il s'agit d'une association entre un champignon présent dans le sol et les racines des végétaux. Cette structure apporte des bénéfices pour chacun des deux partenaires. Le champignon absorbe l'eau très efficacement et en donne une grande partie à la plante, tandis que la plante produit de la matière organique qui va bénéficier au champignon. On est dans le cas d'une symbiose. Je vous renvoie vers le chapitre 2 de l'année. Deuxième sous-partie, l'appareil aérien. Les feuilles présentent un rapport surface sur volume très important. La surface est donc maximale, le volume est quant à lui minimal. Cela se traduit par une structure plate. Une feuille est constituée de sa face supérieure vers sa face inférieure des éléments suivants. Tout d'abord, un épiderme supérieur formé d'une couche de cellules non chlorophylliennes. Elle peut être recouverte d'une couche cireuse qu'on appelle la cuticule. Elle n'est pas propice aux échanges. On a ensuite un parenchyme chlorophylline palissadique qui est constitué de cellules riches en chloroplastes et de cellules fines peu développées. C'est la zone qui permet de capturer l'énergie lumineuse. Encore en dessous, on a un parenchyme chlorophylline lacuneux, donc dans lequel les cellules sont disjointes. C'est une surface d'échange où la capture de lumière est faible, mais où la capture de CO2 et la libération d'eau et de dioxygène est très forte. Pour terminer, on a un épiderme. Deuxième partie de ce chapitre, le métabolisme et les échanges au niveau de la plante. Première sous-partie, ici on va étudier quel est le rôle exact de ce que l'on a vu juste avant, c'est-à-dire le rôle des stomates. Les stomates permettent les échanges gazeux entre l'atmosphère et le milieu interne de la plante. Ils permettent, entre autres, la sortie de dioxygène, de vapeur d'eau et la rentrée de dioxyde de carbone. Les stomates sont constitués de deux cellules de garde entourant un orifice central appelé l'ostiole. L'ouverture de l'ostiole est contrôlée. Cette dernière s'ouvre à la lumière et se ferme à l'obscurité et lors de fortes chaleurs. Les stomates sont principalement situés sur les phases inférieures des feuilles, ce qui permet de réaliser des économies d'eau. Deuxième sous-partie du métabolisme et échange au niveau de la plante, la réalisation de la photosynthèse. Les plantes et les végétaux en général sont autotrophes pour le carbone. Autrement dit, ils sont capables de produire leur propre matière organique à partir de matières minérales. Ils réalisent ainsi la photosynthèse dans les organes dits chlorophylliens. La photosynthèse permet la synthèse des molécules organiques comme par exemple le glucose. Les organes chlorophylliens capturent la lumière grâce à des organites, les chloroplastes. Plus précisément, la photosynthèse se fait au niveau de structures filamenteuses qu'on appelle les thylakoïdes. La membrane de ces thylakoïdes est riche en pigments, notamment en chlorophylle.
Ces pigments permettent la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique, notamment l'ATP. Je vous renvoie vers vos cours de spécialité pour les spécialistes. Donc, ATP qui permet de fixer des molécules de dioxyde de carbone sur des molécules organiques. Il est bien de noter que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est de 0,38%. Les mécanismes d'absorption de ce dioxyde de carbone doivent donc être extrêmement efficaces. Troisième sous-partie, les échanges au sein du végétal, la sève et les vaisseaux. Une plante utilise son système racinaire pour prélever l'eau et les sels minéraux présents dans le sol. Une fois absorbés, ces composés sont ensuite chargés dans la sève brute qui va ensuite être conduite par le xylème qui remonte vers les tiges et les feuilles. Les vaisseaux du xylème sont des vaisseaux de grande taille et sont composés de cellules mortes. La circulation de sève brute est assurée par la sortie d'eau au niveau des feuilles. La photosynthèse permet la production de molécules organiques au niveau des feuilles. Celles-ci sont ensuite chargées dans ce qu'on appelle la sève élaborée. La sève élaborée est transportée par des vaisseaux qui constituent le phloème et elle est transportée vers l'ensemble des cellules non chlorophylliennes de la plante. Le phloème est constitué de petites cellules qui, contrairement aux xylènes, sont des cellules vivantes. Troisième partie, les structures de défense de la plante. Première sous-partie des structures de défense de la plante, on va voir les adaptations que la plante peut mettre en place face aux agressions du milieu. Comme on l'a vu au départ, les plantes ont un mode de vie fixé et doivent donc s'adapter aux conditions fluctuantes du milieu, variations qui peuvent être journalières, saisonnières, annuelles, etc. Dans un premier temps, nous allons voir les adaptations pour éviter la déshydratation. La disponibilité en eau d'un milieu peut être très fluctuante. Plusieurs mécanismes existent donc pour permettre aux végétaux d'économiser de l'eau. On va distinguer des adaptations anatomiques et comportementales. Exemple d'adaptation anatomique, la cuticule des feuilles permet de diminuer les pertes hydriques. Mais chez certains végétaux, on a également la face interne des feuilles qui peut présenter des replis et des poils qui permettent de limiter les pertes d'eau. Ensuite, on a des adaptations comportementales. L'ouverture des stomates en fait partie. En effet, l'ouverture des stomates est contrôlée par l'hydrométrie. De plus, des végétaux comme l'Oya, qui est présenté sur cette diapositive, présentent une feuille repliée sur elle-même pour piéger l'humidité, qui sera d'autant plus repliée sur elle-même que l'hydrométrie sera faible. On va ensuite voir quelques adaptations contre le froid. Dans les régions tempérées, l'hiver correspond à une baisse de la température et une diminution de la photopériode. Ceci va entraîner une adaptation chez les végétaux. Par exemple, chez les arbres, les tiges sont très épaisses et sont constituées de couches concentriques, chaque couche étant constituée de cellules creuses qui sont des isolantes thermiques. Lors de l'hiver, les feuilles tombent et la circulation de la sève est fortement ralentie, ce qui limite les risques liés au gel et à la désorganisation de la plante. Les bourgeons, quant à eux, sont protégés par des écailles épaissies et recouvertes de cire isolante. De plus, les cellules végétales sont capables de produire des protéines protégeant du froid et du gel. Après l'adaptation au milieu, l'adaptation aux prédateurs. L'impossibilité de mouvement des plantes en fait des proies faciles pour leurs prédateurs. Elles ont cependant développé certaines stratégies de défense. On va retrouver 3 types de stratégies de défense chez les plantes. Tout d'abord, les défenses physiques. C'est le cas par exemple des épines, ou alors des herbes qui sont extrêmement coupantes dues à la présence de silice dans leurs feuilles. On a ensuite les défenses chimiques. En effet, certaines plantes produisent des molécules répulsives, par exemple le tanin chez l'acacia qui fait que ses feuilles sont extrêmement peu digestes, la nicotine du tabac qui peut intoxiquer les chenilles qui le consomment, ou encore le menthol des plantes qui éloigne les sauterelles et les criquets. Pour terminer, les plantes ont également développé des défenses biologiques. En effet, chez l'acacia, on va retrouver des petites loges au niveau de ses épines qui permettent à des fourmis de s'y loger. Si un prédateur consomme l'acacia, la fourmi attaquera le prédateur. Quatrième et dernière partie de ce chapitre, l'adaptation des plantes à la reproduction sexuée. La majorité des plantes font de la reproduction sexuée en plus de la reproduction asexuée. Cependant, leur mode de vie fixé va leur
obligés de mettre en place un certain nombre de stratégies pour permettre à leurs gamètes de se rejoindre. Première sous-partie de ce grand 4, les organes reproducteurs de la plante. Dans un premier temps, nous allons étudier l'organisation de la fleur, qui est l'organe reproducteur de la plante. La fleur est l'organe reproducteur d'un certain type de plante qu'on appelle les angiospermes. La fleur se développe à partir d'un bouton floral qui est composé de 4 types de pièces florales. Les pièces les plus externes sont appelées les sépales. Ce sont des pièces qui sont stériles et qui sont généralement chlorophylliennes et donc vertes. Leur but est de protéger la fleur lorsque le bouton floral est fermé. Davantage vers l'intérieur, on retrouve les pétales. Ils sont également stériles et la plupart du temps, ils sont extrêmement colorés, avec des structures variées, ceci permettant d'attirer les insectes pollinisateurs. Encore davantage vers l'intérieur, on retrouve les étamines. Étamines qui contiennent, au niveau des loges polliniques, des grains de pollen. Ces grains de pollen présentent en leur sein, à l'intérieur, des gamètes mâles. Pour finir, on a le pistil qui contient les carpelles au sein desquelles vont se développer les ovules. Certaines fleurs sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles vont présenter à la fois des pièces mâles et femelles, autrement dit à la fois un pistil et des étamines. Mais d'autres fleurs ne vont présenter que des étamines ou que des pistils. Après avoir étudié la structure de la fleur, on va étudier les mécanismes génétiques à l'origine de l'édification de cette dernière. On a pu comprendre les mécanismes responsables de l'édification de la fleur grâce à l'étude d'Arabidopsis thaliana et de ses mutants. Donc Arabidopsis thaliana, aussi appelée l'arabette des dames, possède des fleurs dont la structure est en croix. Elle possède, chacune de ces fleurs, 4 sépales, 4 pétales, 6 étamines et 2 carpelles. On en connaît de nombreux mutants que l'on va classer en 3 groupes. Le groupe A sont les mutants sans pétales et sans sépales. Le groupe B sont les mutants sans pétales et sans étamines. Et le groupe C, ce sont les mutants sans étamines et sans carpelles. Ces 3 groupes de mutants ont permis de décrire le modèle ABC. A, B et C sont des groupes de gènes impliqués dans l'édification florale. Les gènes du groupe B permettent la formation des sépales. Les gènes du groupe A et les gènes du groupe B en même temps permettent la formation des pétales. Les gènes du groupe B et C permettent la formation des étamines. Et enfin, les gènes C seuls permettent la formation des carpelles. Deuxième sous-partie de la reproduction sexuée chez la plante, la dispersion du pollen. Le pollen doit être transporté par des agents pollinisateurs pour permettre la fécondation. Pour certaines espèces, ce mode de transport est le vent. On parle alors d'anémogamie. Pour d'autres, c'est l'eau. On parle d'hydrogamie. Cependant, pour 90% des plantes à fleurs, ce sont les animaux qui transportent le pollen et plus précisément les insectes. On parle alors de zoogamie. Pour attirer les animaux, les fleurs disposent généralement de structures attractives. Alors que ce soit du nectar, un équivalent d'eau sucrée, des signaux visuels attractifs, des signaux olfactifs attractifs, ou encore des structures mimétiques. La coévolution entre un insecte et une plante peut entraîner une relation si étroite que certaines plantes n'ont qu'un seul insecte pollinisateur. C'est par exemple le cas pour le yucca et la teigne du yucca. Dernière sous-partie, le transport de la graine. Après la fécondation, la fleur se transforme en fruit. Sépales, pétales et étamines fanent, tandis que le pistil, généralement l'ovaire, se transforme en fruit. Les ovules situés au sein de l'ovaire vont se transformer en graines, qui contiennent le futur embryon de la plante. Les graines peuvent être disséminées de plusieurs façons, par exemple par le vent, comme le pissenlit, on parle alors d'anémochorie. Par l'eau, c'est le cas de la noix de coco, on parle alors d'hydrochorie. Ou par les animaux, c'est la zoochorie, c'est le cas de tous les fruits charnus et tous les fruits qui vont s'attacher au pelage.